Bonjour mes chers amis, merci au professeur Belkhadir et au bureau de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète pour nous inviter régulièrement à actualiser les différentes données nationales, internationales sur le diabète. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques données du dernier consensus ADA-EASD publié en 2021 sur le diabète de type 1. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que d'habitude, le diabète de type 1 et la prise en charge de ce patient diabétique de type 1 est toujours dans un consensus global de prise en charge contre le diabète et il était important de réactualiser le consensus dernier, ancien de plusieurs années, sur cette pathologie. Alors la grande question, c'est pourquoi ce consensus? Pourquoi le faire? D'abord, parce que l'incidence dans le monde du diabète de type 1 ne cesse d'augmenter depuis ces 50 dernières années. Et aujourd'hui, on considère qu'ils font partie de 5 à 10% des diabètes en général et également pour à la fois les avancées dans le diagnostic positif, surtout étiologique des diabètes, mais aussi dans les différents traitements mis à disposition des patients diabétiques de type 2, avec une technologie qui permet beaucoup de facilité, moins de complications et qui était importante de remettre à jour dans un consensus. Et enfin, et c'est un point très important de ce consensus, c'est notamment la reconnaissance, je vais dire finalement pour nous les soignants, parce que nous sommes toujours confrontés à ce fardeau psychologique que vit notre malade et l'intérêt de la promotion du bien-être psychologique qui a été mise en exergue dans ce consensus. Je vais aborder avec vous uniquement 4 points, vu le temps imparti. D'abord, on va parler du diagnostic du diabète de type 1, qui parfois peut être un challenge. Comme vous le savez, on a aujourd'hui une obésité grandissante et tous les diabétiques de type 1 ne sont pas avec des poids normaux au départ. On a également des diagnostics beaucoup plus précoces, donc ils ne font pas classiquement le tableau de cétoacidose, qui était très particulier il y a plusieurs années, mais également le fait de pouvoir faire un diabète de type 1 à l'âge adulte, le diabète de type 1 lent ou l'ADA, qui également peut poser question. Enfin, dernière des choses, et on va le voir tout à l'heure, le dosage du peptide C chez ces patients-là peut être intéressant puisque vu que les cellules bêta ne sont pas complètement apoptosées au diagnostic, eh bien, on va avoir certains patients chez qui la valeur du peptide C va être encore confortable pendant les premières années. Enfin, on va parler notamment des objectifs glycémiques qui ont été transformés grâce à la nouvelle technologie et au port des haltères glycémiques et donc des CGMS qui permettent de calculer des temps dans la cible dont on détaillera tout à l'heure, mais également la facilité des pompes à insuline ou des boucles fermées qui vont permettre aux malades plus de flexibilité notamment et une meilleure qualité de vie. On verra tout ceci dans la prise en charge thérapeutique globale et je remettrai quelques mots sur la prise en charge psychosociale qui est vraiment une des particularités de ce consensus. Alors, le challenge du diagnostic du diabète de type 1 a fait qu'on a proposé un algorithme devant la suspicion d'un diabète de type 1 chez l'adulte. Ce consensus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est évident que c'est un consensus destiné à l'adulte. Première des choses, un patient diabétique de type 1 chez qui vous allez suspecter un diabétique chez qui vous allez suspecter un diabète de type 1, eh bien vous allez démarrer comme à l'accoutumée par les anticorps. Les auto-anticorps à privilégier sont tout d'abord les anticorps anti-GAD65. Ensuite, vous allez prendre les anticorps anti-IA2 si les anti-GAD sont négatifs et ou les anti-ZNT8 si disponibles. Enfin, les anticorps anticellules d'îlot qu'on utilisait il y a quelque temps ne sont plus recommandés. Lorsque vous avez les anticorps positifs, le diagnostic est fait. Mais si les anticorps sont négatifs, et c'est plus de 10% des adultes diabétiques de type 1, eh bien, vous allez vous orienter en fonction de l'âge du patient. S'il est
en dessous de 35 ans, vous allez réfléchir sur ce patient et regarder quels sont les autres critères qui peuvent nous faire pencher, par exemple, pour un diabète maudit, un diabète monogénique, notamment une hémoglobine glyquée inférieure à 7,5% au diagnostic, les parents touchés par le diabète à un âge jeune, mais également d'autres signes en faveur, comme des kystes rénaux ou bien un patient qui n'est pas obèse avec une insulinorésistance sévère. Si vous avez ces signes-là, vous allez à ce moment-là chercher, demander le dosage du peptide C, qui, s'il est élevé à plus de 200 picomoles par litre, eh bien, vous allez vraiment pencher vers un maudit et aller vers les tests génétiques. Et si votre patient n'avait pas ces critères, mais qu'il avait plutôt un diabète familial chez des familles qui étaient plutôt en surpoids ou obèses, avec un acanthosis nigricans par exemple, eh bien, vous allez pencher vers un type 2. S'il n'a pas ces signes non plus en faveur du type 2, eh bien, vous allez penser directement au type 1. Ensuite, celui chez qui tout à l'heure avait moins de 35 ans et un dosage de peptide C effondré, eh bien, vous allez penser au diabète de type 1. Qu'en est-il des diabètes de l'adulte, de type 1 de l'adulte? Eh bien, il faut rappeler que lorsque celui de tout à l'heure qui avait des signes en faveur d'un type 2, eh bien, on allait pencher malgré l'âge en dessous de 35 ans, vu notamment l'obésité grandissante, on allait rechercher et aller plutôt vers un type 2 avec à ce moment-là un peptide C qui va être élevé. Et lorsque le patient a 35 ans et plus et qu'on n'est toujours pas sûr de ce diabète de type 1, rappelez-vous, les anticorps étaient négatifs, à ce moment-là, on va d'abord essayer des traitements non insuliniques, donc comme un type 2, et on va redoser le peptide C après 3 ans pour voir si le peptide C avait diminué ou pas. Si le peptide C restait élevé, c'est un type 2. S'il était effondré en dessous de 2 picomoles, c'est plutôt un type 1. Et entre les deux, eh bien, on va continuer cette démarche, vu que le diabète de type 1 lent peut durer longtemps avant la destruction quasi complète des cellules bêta. Donc, cet algorithme avait l'avantage de pouvoir clarifier finalement le diagnostic étiologique du diabète de type 1. Qu'en est-il des nouvelles technologies et des objectifs glycémiques? Depuis toujours, vous le savez, l'hémoglobine glyquée est limitée parce que si elle nous donne une idée des moyennes, on ne sait pas est-ce que le patient fait des hypos, combien d'hypos il fait, pendant combien de temps, mais également elle ne va pas pouvoir permettre de capturer la variabilité glycémique. Et enfin, on va avoir plusieurs conditions qui vont altérer l'interprétation de l'hémoglobine glyquée. Je vous les ai listées aujourd'hui ici dans le consensus, vous les connaissez tous, notamment des situations où l'hémoglobine glyquée est plus fiable. Du coup, on va devoir penser à d'autres objectifs que les objectifs glycémiques. Ces autres objectifs sont soit l'hémoglobine glyquée qui va être réalisée, comme je vous ai dit, si le patient fait par exemple plusieurs hypos, eh bien, elle ne sera plus interprétable, ou bien lorsqu'on va avoir des capteurs de glycémie, on va faire les glycémies moyennes qui nous permettent de nous donner une idée de l'hémoglobine glyquée. Enfin, on est beaucoup plus pointu dans les objectifs glycémiques et ça, depuis toujours, lorsqu'on cherche moins de 7%, on sait que la glycémie préprandiale devrait être située entre 0,8 et 1,3, la postprandiale en dessous de 1,8 g par litre. Et le concept de time in range, le temps dans la cible, c'est-à-dire le temps quotidien pour lequel le patient va être dans les objectifs qu'on s'est fixés. Ici, ce serait entre 0,8 et 1,80 g qui devrait dépasser 70%, avec, comme vous le voyez ici, vraiment quasiment pas d'hypoglycémie tolérée, moins de 1% de glycémie inférieure à 0,54 et puis moins de 25% idéalement de glycémie au-dessus de l'objectif. On a aussi, grâce à cette mesure continue de la glycémie, la possibilité de calculer le coefficient de variation qui va nous donner une idée sur la variabilité glycémique et il devrait être en dessous de 36%. Je vous ai mis ici un exemple de rendu lorsqu'on va avoir des capteurs de glycémie d'un patient qui, par exemple, va être à l'objectif, donc le time in range va être entre 0,8 et 1,8
uniquement 46% du temps, avec 44% du temps en hyperglycémie et 10% du temps en hypoglycémie. Ceci nous donne quand même une moyenne d'hémoglobine glyquée qui, comme vous le voyez, n'est pas très élevée et qui pourtant ne va pas être corrélée à la réalité, puisque ici, vous voyez que ce même patient va passer beaucoup de temps en hyper et va avoir quelques hypoglycémies qui ne pouvaient pas être bien perçues par l'hémoglobine glyquée. La prise en charge thérapeutique a donc été révisée et cette prise en charge est centrée sur le malade. Et centré sur le malade, ça veut dire qu'on va beaucoup discuter avec lui et notamment lorsqu'on va définir les objectifs glycémiques. S'il est à l'objectif glycémique avec son traitement, on verra tout de suite que les traitements par pompe ou traitements par basal bolus avec insuline analogue sont privilégiés. À ce moment-là, eh bien, on va quand même proposer chez ces malades d'avoir des traitements plus récents puisque on va avoir un meilleur rendu sur le risque d'hypoglycémie, sur la variabilité, et même chez tous ces patients diabétiques de type 1, leur proposer un contrôle glycémique continu, le CGM, s'il n'est pas déjà en train de l'utiliser. Alors, bien entendu, au Maroc et dans certains de vos pays, les CGM ne sont soit pas disponibles, soit assez coûteux et chez nous encore non disponibles, non remboursés. Ça peut freiner beaucoup. Ensuite, si jamais le patient n'est pas à l'objectif, on va chercher avec lui et regarder beaucoup de concepts d'éducation thérapeutique, que ce soit sur la nutrition, le comptage des glucides, l'adaptation en cas d'exercice physique, en cas de maladie, pour pouvoir chercher à affiner et à améliorer son contrôle glycémique. Par la suite, et c'est très important de rappeler qu'on va référer à un professionnel de la santé mentale, notamment chez tous les patients diabétiques au diagnostic, mais également chez tous les patients qui le souhaitent. Et si on a beaucoup de signes en faveur d'un trouble du comportement alimentaire, d'une dépression qui sont assez fréquents, ou encore des hypos, des hyper non expliqués. Dans tous les cas, la personne va se voir proposer ce CGM et on va évaluer avec elle si elle est disposée à changer son type d'insulinothérapie. Si le patient est d'accord, on va aller plutôt vers les schémas basal bolus avec des insulines basales de seconde génération, insuline Degludec, insuline Glargine U100, ou switcher carrément à des pompes ou encore mieux à des pompes à boucle fermée qui sont aujourd'hui très présentes en Europe et aux États-Unis. Enfin, si le patient n'est pas prêt ou ne peut pas changer son schéma, eh bien, on va insister et refaire des séances d'éducation thérapeutique, notamment pour avoir moins de risques d'hypo, mais aussi d'hyperglycémie. Dans le consensus, on va trouver beaucoup d'exemples qui me paraissent très intéressants sur notamment l'éducation et les messages, les thèmes qu'on va utiliser chez les patients diabétiques de type 1, comme c'est un consensus qui est directement lié au diabète de type 1, eh bien, il me paraissait important de revenir sur ces key messages, ces messages clés, notamment sur la pathophysiologie du diabète, mais aussi sur le mode de vie sain et l'alimentation adéquate, l'activité physique. Et comme vous le voyez, les exemples, c'est l'impact de la glycémie avec des doses d'insuline qui vont être revues en cas d'activité physique, etc., qui sont très centrées sur le patient diabétique de type 1. Finalement, quand on regarde les traitements, eh bien, on se rend compte que quand il s'agit des insulines, il n'y a rien de nouveau. L'insuline privilégiée, c'est le schéma en multi-injection, c'est-à-dire un schéma basal bolus, qui est plutôt flexible avec moins de risque d'hypoglycémie, mais qui a un coût. Le schéma avec les insulines analogues de dernière génération, mais aussi les insulines ultra rapides, si elles sont disponibles analogues ou les insulines analogues.
au Maroc, nous avons les insulines de deuxième génération basales, mais nous n'avons pas encore les ultra rapides. Et sinon, on va utiliser euh, les autres, euh, les autres insulines basales qui peuvent être toujours utilisées dans les schémas préférés. Sinon, l'insuline humaine NPH avec les insulines rapides analogues ou NPH avec les insulines rapides humaines vont entraîner moins de flexibilité, bien entendu, et un peu plus de risque d'hypoglycémie, et coûter moins cher. Et le schéma de NPH avec 3 rapides ou encore un schéma prémix est vraiment très peu recommandé. Ce qui est le plus recommandé, et aujourd'hui, dans les pays où ils sont remboursés, tous les patients se voient proposer ces nouvelles technologies avec les pompes à insuline ou les boucles fermées. Et comme vous le voyez ici, si le coût est élevé, eh bien, ça nous permet une meilleure flexibilité et un moindre risque d'hypoglycémie chez les malades. Avant de terminer pour les traitements, je voulais revenir sur les thérapies adjuvantes proposées aux diabétiques de type 1, notamment la metformine, puisque nos patients sont de plus en plus obèses, chez qui il n'y a pas d'AMM au Maroc en tout cas, et qui n'a pas encore non plus d'AMM en Europe ou aux États-Unis, mais qui sont quand même proposées, et également les nouvelles thérapies agonistes du récepteur au GLP-1 ou SGLT2 inhibiteurs qui sont proposés chez les diabétiques de type 2 qui vont avoir un risque cardiovasculaire ou rénal et qui n'ont pas encore d'AMM pour les agonistes du récepteur au GLP-1 et qui ont eu un AMM en Europe pour les SGLT2 inhibiteurs uniquement chez les patients qui vont avoir un BMI qui dépasse 27 kg par mètre carré avec une dose faible, dose la plus faible de ces SGLT2 inhibiteurs. Comme vous le savez, le risque de cétose à glycémie normale peut être élevé pour ce type de thérapie. Enfin, pour terminer, la prise en charge psychosociale, c'est une prise en charge qui est essentielle, on le ressent au quotidien avec nos malades et qui est souvent survolée, alors que dans les études, on a entre 20 et 40% des types 1 qui vont avoir une détresse émotionnelle, surtout au moment du diagnostic, surtout lorsqu'ils vont avoir des complications. Ne pas oublier également de se former sur la dépression, puisque 15% des diabétiques de type 1 souffrent de dépression. À ce moment-là, c'est souvent corrélé à des valeurs élevées d'hémoglobine glyquée, mais aussi les complications et les décès. Et l'anxiété qui est récurrente, notamment à cause de l'hypoglycémie, sans oublier les troubles alimentaires qui sont plus fréquents qu'on ne le pense dans cette population par rapport à la population générale. Et lorsqu'ils vont survenir, une anorexie boulimie par exemple, eh bien, peut compliquer la gestion du diabète. Cette prise en charge psychosociale impose une période d'évaluation de la santé mentale, mais aussi lorsqu'on va avoir des obstacles à l'autogestion de la maladie. Et il est important de pouvoir donner des références aux patients, mais aussi que tous les membres de l'équipe, et là je l'ai mis en gras, toute l'équipe de soins autour de la gestion du patient diabétique, doivent avoir la responsabilité d'offrir un soutien psychologique autour du diabète et de l'éducation thérapeutique, et sinon avoir une team, une équipe référente. Pour conclure, quand on parle dans ce consensus de la prise en charge d'un diabétique de type 1 adulte, notamment au diagnostic, eh bien, on a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi ce type de malade relève de la spécialité endocrinologique. Le traitement dépend à la fois des préférences individuelles, mais aussi des capacités du malade à utiliser les outils. Et l'objectif de notre traitement est d'avoir un schéma d'insuline le plus physiologique possible pour pouvoir atteindre l'objectif d'hémoglobine glyquée. Et vous avez bien compris que le temps dans la cible, time in range, est important. Première des choses, l'éducation pour l'autoprise en charge, mais aussi les messages de nutrition et d'activité physique avec l'intérêt de l'autosurveillance glycémique sont primordiaux. Et également, au départ, d'envisager une prise en charge psychologique. On a beaucoup de déni de la maladie et des dénis cachés où le malade ne dit rien, mais va avoir des problèmes d'ordre psychologique et sociaux. On démarre d'emblée l'autosurveillance glycémique et chez le type 1, le CGM est préféré à l'autosurveillance glycémique, même si, puisqu'on sait que 4 à 6 par jour, ne sont pas suffisantes, mais surtout peuvent ne pas être suivies au quotidien pour le malade parce que c'est assez contraignant.
L'insulinothérapie doit être démarrée, notamment avec les analogues de l'insuline, et on va préférer le schéma basal-bolus et surtout les pompes, comme je vous ai dit. On doit préparer le malade aux situations d'hyperglycémie en montrant les signes, la prise en charge de la cétose, la cétoacidose, quand est-ce qu'il doit aller chez le médecin, mais aussi d'avoir chez lui des bandelettes de recherche de sucre acétone, urinaire ou des bandelettes glycémiques. Et enfin, de préparer le malade aux hypoglycémies, les signes, la prise en charge, mais également qu'il ait toujours sur lui un kit de glucagon et de vérifier que ce kit n'est pas périmé. Tout ceci nous permettra d'apporter un mieux-être à nos patients diabétiques de type 1 et surtout d'être bien coordonnés autour de tous les aspects de la maladie, que ce soit l'aspect médical, l'aspect psychologique et également l'aspect social. Je vous remercie.